Allez, les derniers. Bien, je prends la suite de Michael, parce que vous avez observé que vendredi, il a énormément gaffé. Donc, on l'a écarté un peu du dispositif. Donc, je prends la suite. Donc, pour commencer, bienvenue à vous, à nouveau au British Council. Ah. Michael, tu peux revenir, s'il te plaît. Bien, trêve de plaisanterie, donc on attaque cette dernière demi-journée de nos travaux, notre programme de travail, avec 2 tables rondes qui vont aborder donc des sujets majeurs pour notre réseau. En 2 mots, je souhaiterais ajouter quand même que donc hier soir, on a eu la chance de bénéficier du cadre exceptionnel du musée du Louvre, non, pardon, du Reina Sofia. Et je veux dire que, et là je ne plaisante plus, c'est grâce à l'ambassadeur de France en Espagne que nous avons obtenu de bénéficier de ce cadre tout à fait exceptionnel. Donc on souhaite le remercier, on l'a fait. Donc nous avons pu faire cette visite et nous avons pu organiser dans le cloître du musée le cocktail qui a été offert par la Fondation. Merci, Président. Vous avez, à la sortie, eu un cadeau, et je voudrais expliquer un petit peu. Donc, vous avez reçu un cadeau du Cordon Bleu. Le Cordon Bleu, c'est un partenaire historique de la Fondation. Le Cordon Bleu, le président du Cordon Bleu fait partie du conseil d'administration de la Fondation. Et le Cordon Bleu a une école ici à Madrid et les dirigeants de l'école ont souhaité faire un cadeau aux participants des États généraux ici à Madrid. Voilà. Et pour terminer, donc, moi je dirais, hein, au nom du personnel de l'Alliance de Madrid, au nom du comité de l'Alliance de Madrid, que nous sommes très heureux, bien évidemment, de vous avoir reçu à Madrid. Des États généraux, c'est du travail, mais c'est un travail qui a été partagé entre l'équipe de la Fondation et l'équipe de l'Alliance française de Madrid. Un travail qui a démarré avec Anne-Garance Primel, hein, je le rappelle, et avec Claire. Et ça s'est poursuivi avec Michael et toujours avec Claire. Donc, merci à cette équipe de la Fondation, merci au président, merci à Bertrand Comelin, et merci bien sûr à l'équipe de l'Alliance de Madrid, et en particulier à Alicia, qui est à l'Alliance de Madrid en service civique, hein, le dispositif qui a été initié par la Fondation. Et donc, ce travail, c'est un travail réellement partagé. Voilà. Une dernière chose, l'expo que vous avez vue hier à l'Alliance de Madrid, elle est destinée à tourner dans le réseau. Donc, je vous invite, si vous souhaitez la voir chez vous, à contacter Laurence Ladaton pour vous mettre sur les rangs pour l'obtenir. Voilà. Bien, donc, on démarre avec cette table ronde. La modératrice, c'est Barbel Moser, et avec elle vont échanger donc notre président Jérôme Clément, Jean-Claude Crespi, Elisa Grafula et Claude-Éric Poirot. Allez, je vous laisse. Bonjour, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il est dimanche matin, il pleut, donc nous allons essayer de faire tout de suite une discussion animée, j'espère avec votre participation, que vous serez des auditeurs actifs et vifs. Il s'agit du cœur des alliances, c'est-à-dire que la culture dans les alliances, ce que les alliances peuvent faire en programmation culturelle. Le français est une langue de culture, je pense qu'on est tous d'accord. C'est ainsi que le français se définit et c'est ainsi que le français est vu aussi ailleurs, en Europe et dans le monde. Culture, c'est aussi action.
l'action culturelle, c'est en dehors de la promotion de la langue, le cœur des alliances françaises. Comment transformer cet objectif en action concrète, vous qui vivez ça au quotidien, en programmation réaliste, et ça dans les plus petites alliances? C'est la question que nous allons nous poser avec ici nos invités, avec Jean-Claude Crespy, qui est directeur de l'Alliance de Bruxelles et délégué général en Belgique, avec à ma droite Jérôme Clément, directeur de la Fondation des Alliances françaises. Elisa Grafula nous dira certainement comment, à travers l'UNIC, je ne sais pas si vous connaissez l'UNIC, elle va nous l'expliquer, le réseau des instituts culturels dans l'Union européenne. Les alliances peuvent s'insérer dans cette dynamique et peut-être aussi dans une politique culturelle européenne. Ça, c'est avec un point d'interrogation. Est-ce qu'elle existe? On verra ça tout à l'heure. Et également à ma droite, avec Claude-Éric Poiroux de Cinéma Europa. Et je pense que M. Poiroux pourra nous dire comment, avec le cinéma, on peut faire une action culturelle très pratique et très pragmatique, et ceci aussi dans les plus petites alliances ici en Europe. On commencera tout de suite avec Jean-Claude Crespy. Vous qui êtes à Bruxelles, vous vous occupez certainement de la promotion de la langue française, mais aussi de l'action culturelle. Comment on doit s'imaginer cette action culturelle? Est-ce que c'est du divertissement ou est-ce que c'est... Le micro marche directement, donc vous pouvez parler directement dedans si je peux me permettre. Est-ce que c'est du divertissement ou est-ce que c'est une action concrète avec toute une stratégie derrière? Merci de me donner la parole. Merci de m'avoir invité sur ce podium. Je voudrais situer un peu ma position là déjà dans ce débat. Je vais essayer de parler en tant que directeur d'alliance, donc de parler un peu au nom des alliances, enfin autant que je peux. Je n'ai pas le pouvoir de pénétrer dans vos esprits et de dire ce que vous pensez, mais d'incarner un peu une position de terrain dans ce débat. Je pense que ça complétera très bien les échanges qui pourront se faire par la suite. Et lancer donc deux idées déjà dans le débat. L'idée d'une programmation qui n'est pas effectivement une succession de manifestations. Et je pense qu'en tant que programmateur culturel, on est toujours un peu happé par la peur du vide. Donc on a la tentation du remplissage, de remplir des cases de programmation. Je pense qu'il est, étant donné que les fonds dont nous disposons dans les alliances pour la programmation culturelle sont quand même assez réduits, il faut, je pense, ne pas avoir peur de se demander ce qu'est véritablement une programmation culturelle, au sens où comment je m'inscris dans le paysage, qu'est-ce que j'apporte, quelle est la plus-value que j'apporte, comment je peux me mettre en connexion avec les priorités culturelles qui sont exprimées à la fois dans le pays, mais aussi peut-être dans de grands programmes de développement qui sont en lien avec le pays. Et donc, c'est construire pas à pas, dans le temps, dans la durée, par un réseautage progressif, une action, véritablement une action. C'est-à-dire que je voudrais peut-être insister là-dessus, c'est-à-dire que la culture, pour une alliance, me semble-t-il, je ne pense pas exprimer quelque chose de personnel, je pense que c'est la réalité des faits, la culture, c'est un médium à travers lequel on exprime quelque chose en tant qu'alliance. Donc on exprime un certain nombre de valeurs, on exprime un certain nombre de choix stratégiques que l'on fait, et notre rôle n'est pas de promouvoir des artistes, je pense, au sens où un théâtre promeut un artiste, au sens où un opéra monte un spectacle, au sens où une salle de cinéma fait du cinéma, mais d'utiliser le vecteur de la culture dans le sens d'une action stratégique. Et ça, déjà, c'est quelque chose, me semble-t-il, en fait, essentiel dans la conception d'une programmation culturelle, c'est faire des choix. C'est faire des choix et utiliser donc la programmation pour exprimer ces choix. Autrement dit, c'est pas faire une exposition de photographie, c'est utiliser une exposition de photographie dans le cadre général d'une programmation qui dit autre chose que la photographie. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première idée. La deuxième que je voudrais rapidement mentionner, c'est que en fait, aussi bien les alliances que les instituts, je pense, enfin, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais nous avons tous un problème commun, qui est qu'en général, nous sommes des animaux à trois pattes. C'est-à-dire que nous avons d'un côté les apprenants de français, de l'autre côté, nous avons la programmation culturelle, et de l'autre côté, nous avons le centre de ressources. Et en fait, c'est quasiment impossible d'arriver à obtenir une circularité de ces trois
de ces trois publics. Je ne sais pas si ça rencontre quelque chose chez vous, mais très souvent, dans des gros instituts ou dans de grosses alliances, il y a 4000 apprenants, vous n'avez personne dans la programmation culturelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une question d'horaire, c'est une question également de synergie, de connaissances. Et donc, je pense qu'un des enjeux pour les alliances aussi, c'est de développer une programmation culturelle qui soit pas simplement un rayonnement vers l'externe, mais qui soit aussi une intégration des publics des apprenants, donc de la pédagogie, dans la dimension culturelle. Et ça peut être des actions très simples, c'est-à-dire que, bon, je me permets, pardonnez-moi de citer notre cas, mais ça illustre un peu quelque chose, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une exposition, on la didactise. On la didactise et on conduit nos groupes voir l'exposition. Chaque fois qu'on invite un artiste, on l'invite à faire du tutorat artistique dans nos salles de cours. Donc, pour quelque chose qui est l'intégration de la culture dans la pédagogie. Et comme on réfléchit beaucoup sur la marque, je pense aussi que cette intégration de la culture dans la pédagogie par la culture et la culture par la pédagogie, c'est aussi une dimension de la marque Alliance. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous retrouveront cette scission entre les publics pédagogiques et les publics culturels et la difficulté qu'on a tous. Enfin, moi, j'ai eu cette difficulté à Berlin, par exemple, quand il y avait des cours, faire venir les gens dans les manifestations. À Bruxelles, c'est la même chose, on rencontre la même difficulté. Et je pense que partout, c'est pareil, si on regarde lucidement les choses. Or, c'est un potentiel de public énorme. Voilà, ce sont deux premiers points que je lance comme ça dans le débat. Ces points-là, on va les laisser là où ils sont actuellement. Donc, on va essayer de partir tout de suite en Europe. À ma gauche, Elisa Grafula. Vous venez de l'UNIC. L'UNIC, c'est quoi? Je ne sais pas si la salle connaît l'UNIC. Moi, je dois avouer, je ne connaissais pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce que c'est? Bonjour. Ça marche? OK. Oui, ça marche. Donc, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, donc merci. Donc, je travaille pour EUNIC, European Union National Institutes for Culture. C'est le réseau d'instituts culturels nationaux européens et aussi des institutions nationales qui travaillent dans le domaine de l'action culturelle au-delà de leurs frontières nationales. Donc c'est un réseau qui est composé actuellement par 35 membres de 28 pays de l'Union européenne, y compris l'Alliance française, Institut français, etc. Et on travaille sur 2 niveaux. Donc on travaille sur le niveau des membres, dans les sièges qui se rassemblent lors de l'Assemblée générale, et on travaille à niveau local à travers les branches de chacun de ces membres, par les moyens des regroupements qui formalisent une collaboration. Donc c'est la collaboration à niveau local des plusieurs branches de chacun des membres uniques. UNIC a été fondé en 2006 avec plusieurs objectifs, dont je vais expliquer très brièvement. Un de ces objectifs, c'est vraiment de créer des partenariats et des réseaux parmi les membres pour une action collaborative, une action de compréhension entre les peuples, une action de promotion de la diversité culturelle. Et c'est aussi pour la promotion des valeurs liées aux relations culturelles et notamment aussi pour travailler en tant que partenaire des institutions européennes pour collaborer dans la définition et la mise en œuvre de la politique européenne pour la culture. Donc c'est grosso modo ce que vous pouvez offrir aux alliances. Et on va discuter tout à l'heure comment les alliances peuvent s'insérer là-dedans. Monsieur Clément, une politique culturelle européenne, est-ce qu'avec l'UNIC, ça vous semble possible? Ce n'est pas pour critiquer l'UNIC, mais la possibilité, si avec les alliances et à travers la politique culturelle française, on peut s'insérer dans un cadre plus large et pousser les différentes politiques culturelles ensemble. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Oui, bonjour à tous. Je pense que il faut des partenaires pour mener une politique culturelle en Europe, évidemment. Toutes les alliances, pas toutes, mais enfin beaucoup d'entre elles, on mène des actions tout à fait remarquables. Je rappelais les chiffres hier qu'il y a, je crois, plus de 20 000 événements chaque année en Europe autour d'actions culturelles, ce qui montre que ça foisonne et qu'il y a énormément de choses. Et bien entendu, c'est essentiel à l'action des alliances. Je voudrais dire d'abord 2-3 mots sur ce sujet. C'est-à-dire que les alliances ne peuvent pas être uniquement des centres de langue. Elles doivent l'être, bien sûr,
Mais il n'y a pas de langue sans culture. Le lien entre la langue et la culture, il est essentiel. Chaque fois que vous utilisez le français, vous véhiculez en même temps un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'images, un certain nombre d'expressions qui forment l'identité française et qui forment le fond même de ce que nous sommes. Et c'est notre marque de fabrique. La langue est absolument essentielle pour franchir la barrière de l'autre. Mais cette barrière, ensuite, elle s'exprime par un certain nombre de codes, par un certain nombre d'expressions artistiques. Et la culture est représentative de tout cela. Donc les deux sont étroitement liés. Ce qui est intéressant dans ce que font les alliances, c'est justement qu'elles sont à la fois des centres d'apprentissage de la langue et aussi le mode d'expression de la culture qui est véhiculée par la langue. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre en œuvre partout, alors de façon différente selon les cas. Je regardais par exemple un certain nombre d'exemples qu'on m'a fournis pour voir comment cela s'exprime à Dublin, un festival littéraire avec des écrivains français et irlandais. Et je crois que c'est très important aussi d'avoir l'échange entre la culture du pays où vous êtes et la culture française. Donc le mélange est extrêmement précieux. Et de ce point de vue-là, tous les organismes doivent aider. À Ekaterinbourg, Biennale de danse contemporaine, on sait que la Russie a un goût particulier pour la danse. Évidemment, les événements autour de la danse permettent de mêler très facilement les deux cultures. À Bruxelles, je regarde encore d'autres exemples. Ars Musica, l'impact du numérique sur l'image et le son, c'était le thème de 2016. Le livre numérique avec le Goethe Institut, autre partenaire d'ailleurs, en 2017, l'année prochaine. Voilà des exemples qui montrent qu'on arrive à mêler à la fois sa propre culture, celle du pays où vous êtes, pour créer véritablement ce lien qui, au-delà de l'échange linguistique, permet la compréhension et la multiplicité et l'enrichissement mutuel. Et puis en Espagne, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que le festival de Malaga, qui a pris de l'ampleur, et j'en suis très heureux, que j'ai vu l'année dernière, autour de toutes les manifestations qui peuvent se produire dans l'art cinématographique, montre que on arrive comme ça à échanger de façon très riche. Et j'étais aussi heureux, parlant toujours de l'Espagne, que André, vous ayez pu recevoir Anne Kefelec pour un concert à Madrid. C'est vrai que par la musique, par le cinéma, par la littérature, par la danse, on arrive à créer des échanges et à faire s'interpénétrer les cultures. Donc je crois qu'il faut à la fois avoir une attitude très ambitieuse, parce que c'est un objectif ambitieux et de grande portée, que de mener une action culturelle, elle est indispensable, et aussi très modeste, parce qu'il faut aussi se situer avec des partenaires de niveau, de caractéristiques, des publics aussi. C'est ça, la question des publics est essentielle. Trouver le bon niveau pour arriver à monter des choses, et c'est ce que vous faites, et c'est ce qu'il faut encourager, et il faut le faire avec de plus en plus d'ailleurs de moyens, de partenaires comme ceux qui sont ici, et dans des domaines très différents, et aussi avec l'Institut français qui alimente les alliances françaises en propositions de tournée, sans compter évidemment les moyens du numérique. Je pense à Culture Tech, qui est un outil extrêmement précieux. Donc voilà les défis d'aujourd'hui. Mais surtout, sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est sur l'enjeu que représente une politique culturelle des alliances qui soit à la fois très ambitieuse dans ses objectifs et très consciente des réalités des pays dans lesquels elle se trouve et avec lesquels elle doit dialoguer. Si on réussit ça, je pense qu'on réussira à atteindre l'objectif et à toucher des publics de plus en plus nombreux qui viendront s'agréger autour de nos actions. Claude-Éric Porroux, le cinéma, vous venez de l'évoquer, Monsieur Clément. Le cinéma, est-ce que c'est une grande possibilité pour tous ces acteurs culturels de faire des actions ensemble ou organisées ensemble? Vous avez tout un réseau en Europe. Comment on pourrait faire ça concrètement? D'abord, merci de m'accueillir. Effectivement, nous, notre réseau est composé de salles de cinéma qui sont des salles de cinéma
évidemment destinés à la programmation cinématographique, donc qui font un travail à longueur d'année, qui font un nombre de séances suffisant et qui ont un modèle économique, et le modèle économique qui est fondé sur les tickets qu'ils vendent. Et donc, ce sont des salles de cinéma commerciales. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que des salles du réseau des instituts français soient membres du réseau Europa Cinéma. Il y a celle de Londres, le Ciné Lumière, il y a Elvira Popescu à Bucarest, et puis il y a aussi la salle de l'Institut français de Prague, ainsi d'ailleurs que le Cinéma Paris, qui est un petit peu à part, à Berlin. Donc ça, ce sont 4 salles qui sont dans des instituts français, qui sont ouvertes au public tous les jours et qui fonctionnent comme des salles commerciales, avec suffisamment de séances et une visibilité qui est une visibilité comme une salle de cinéma ordinaire. Alors maintenant, comment qualifier le cinéma dans un lieu culturel dont Jérôme parle, qui est pluridisciplinaire, qui est offert à plusieurs types d'expériences artistiques. Moi, je dis souvent que le cinéma aujourd'hui, avec aussi un mot que tu as employé, Jérôme, le mot numérique, on va y revenir, il reste un loisir culturel très accessible. C'est probablement le plus accessible de tous, c'est-à-dire aujourd'hui, franchir une porte d'entrée d'un cinéma, c'est tout simple pour tout le monde, il n'y a pas de marche, et c'est pas très cher non plus. Donc ça reste une pratique culturelle vraiment très ouverte et qui peut être ouverte à tous les publics. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le cinéma est aussi a une visibilité qui est, là encore, qui se décline sur beaucoup de supports. On en parle à tous les niveaux. Ça peut être le Star System, mais ça peut être aussi du cinéma d'auteur, ça peut être aussi des festivals. Beaucoup d'occasions de parler du cinéma. Donc aujourd'hui, un lieu culturel qui veut utiliser le film, le cinéma, comme peut-être épine dorsale de sa programmation, je pense que ça ne peut être qu'un plus. C'est une façon aujourd'hui de s'ouvrir de façon assez naturelle au public. Voilà. Et ce que je voulais simplement dire aussi, c'est qu'on pourra en parler maintenant, je pense, dans la partie action, parce que vous avez dit ça tout à l'heure, et ce que disait M. Crespi, c'est pas seulement programmation, mais c'est aussi action. Je pense que les salles de cinéma dans le monde numérique aujourd'hui sont à une période qui est un peu cruciale, qui, je pense, est aujourd'hui quand même assez, on peut la voir de façon assez optimiste. Un moment comme ça, quand on a vu arriver le numérique, quand on a vu arriver d'abord la nécessité de s'équiper en numérique, ça c'est important aussi, et la totalité des salles, les 2600 écrans qui sont dans le réseau Europa Cinéma, sont toutes équipées en 2K, donc ça c'est clair qu'elles sont aujourd'hui en capacité effectivement de répondre à la demande et à la diffusion cinématographique dans les termes qui sont ceux de la diffusion d'aujourd'hui. Si vous avez du 35 mm, gardez-les parce que c'est toujours utile, parce qu'aujourd'hui, moi je m'occupe aussi d'un festival dont Jérôme est le président, c'est Premier Plan à Angers. Je suis presque obligé d'équiper des salles en 35 mm aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus. Moi j'ai des salles, il en reste encore en 35. Et pour passer des films aujourd'hui du patrimoine, c'est indispensable parce qu'il n'y a pas encore de numérisation en 2K et il reste encore des copies qui s'appauvrissent aussi parce qu'elles se détériore, mais voilà un petit peu le paradoxe dans lequel on est, l'équipement. Cela dit, pour terminer sur l'équipement, il y a aussi la possibilité aujourd'hui de diffuser de façon correcte, je pense, avec des très bons appareils qui ne sont pas forcément des 2K, donc un peu moins chers, des choses sur DVD ou sur Blu-ray qui peuvent être de bonne qualité. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être hyper religieux sur cette affaire. Je pense que c'est une chose qui vous est ouverte aussi et je crois que vous pouvez les utiliser à condition quand même que les appareils soient de bonne qualité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est le numérique, c'est aussi la façon maintenant dont les salles peuvent rayonner auprès du public grâce à tous les moyens qui sont ceux qui aussi menacent la salle de cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la salle de cinéma est menacée par la diffusion des films sur tout support, sur les tablettes, sur les ordinateurs, évidemment sur les smartphones. Et on voit bien aujourd'hui aussi, et le piratage, on ne l'oublie pas, on voit bien que le cinéma n'est pas que dans la salle de cinéma. Donc on sait qu'il y a aujourd'hui cette offre supplémentaire auquel le public est attaché. Je pense qu'on ne reculera pas sur cette offre-là. Maintenant, on sent aussi, et ça c'est important, je crois que moi je le sens en tant qu'exploitant, on sent aussi que le public
ne tient pas à laisser tomber la salle de cinéma. Je pense que c'est important de dire que la salle, économiquement parlant, c'est le seul endroit où le cinéma a sa rentabilité et a sa colonne vertébrale du modèle économique, c'est-à-dire de produire des films au bout du compte. Mais c'est aussi un endroit où on se retrouve et où les réseaux sociaux qu'on utilise pour faire venir les gens aujourd'hui dans les salles de cinéma, pour les informer, pour rebondir sur les films qui passent, etc., sur les événements, ces réseaux sociaux servent finalement à faire venir les gens, sortir, et le seul lieu où ils sont accueillis de façon professionnelle, attractive, moderne, c'est les salles de cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est une dimension, voilà, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Ce matin, M. l'ambassadeur nous racontait qu'il recevait Jean-Pierre Léaud la semaine dernière, ou qu'il avait reçu aussi Juliette Binoche quelques jours avant. C'est évident aujourd'hui que tous ces acteurs, tous ces réalisateurs, tous ces producteurs ne conçoivent pas leur travail pour être autrement diffusé que d'abord dans des salles de cinéma. Donc je crois que c'est un enjeu aujourd'hui important. Et puis je vous dis, l'optimisme moi que j'ai, c'est que quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, quand on voit en Chine comment ils ouvrent un multiplex par jour, on voit bien quand même que l'industrie, mais aussi la culture, le contenu, considèrent la salle comme étant le lieu du cinéma. Donc voilà un petit peu l'optimisme en tout cas que j'ai. Et puis en même temps l'idée que vous pouvez dans vos lieux, même si le cinéma n'est pas le centre de votre activité, que vous pouvez quand même l'utiliser de façon, je pense, assez aujourd'hui assez facile, et en même temps vous permet d'être remarqué, d'avoir une visibilité auprès du public. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui y est sensible, même si la jeunesse est assez facilement portée sur les petits écrans. Merci. Justement, vous disiez tout à l'heure que vous n'arrivez pas à faire venir les étudiants qui apprennent le français à l'Alliance à vos événements. Est-ce que le cinéma serait une bonne démarche, à votre avis, pour faire en sorte que, justement, les deux publics se mélangent, votre public culturel, entre guillemets, et votre public d'étudiants ? Ça peut l'être, je pense que c'est variable selon les cas. En fait, on ne peut pas donner de définition générale. Pour Bruxelles, honnêtement, non. Parce qu'en fait, les gens qui viennent en cours ont des emplois du temps qui sont extrêmement denses. Ils sont disponibles pour les cours et ils ne sont pas disponibles pour autre chose. Donc, je vous réponds assez franchement, non. Ça voudrait dire qu'on est intéressé par la langue française, mais oui, on n'est pas intéressé. Oui, Est-ce que oui, la langue française a comme contenu, si je peux appeler ça comme ça ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais en introduction qu'il faut absolument modifier ce type de comportement et que la première stratégie culturelle pour les alliances à mettre en place, c'est une pédagogie culturelle, au sens presque d'une marque. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que dans les cours eux-mêmes, et non pas en invitant les apprenants à l'extérieur du cours, parce qu'ils ne viennent pas. Ils sont disponibles pour les cours, mais ils ne viendront pas en dehors des cours. Donc c'est dans les cours qu'il faut créer cette espèce de synergie entre la pédagogie et la culture, en innovant, c'est-à-dire en trouvant les moyens de mêler en fait la culture à la pédagogie. Alors ça peut être, chacun peut inventer des dispositifs qui sont spécifiques en fait à son lieu. Ça peut être un centre de ressources magnifique qui accueille des manifestations dans les cours. Parce que vous ne les aurez pas en dehors des cours, hein. Mais pendant les cours, ça peut être par exemple des résidences d'artistes qu'on invite à faire des ateliers dans les cours. Ça peut être aussi des expositions participatives, c'est-à-dire qu'un artiste vient tutorer 3 groupes de cours et puis ensuite on fait une exposition dans l'Alliance qui est le produit par exemple de cette exposition. Mais je pense que chacun a suffisamment d'idées pour innover dans ce secteur, mais ça me semble être un axe et une originalité fondamentale de l'Alliance. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes les seuls établissements où on peut imaginer, en fait, ce que disait exactement le président, c'est-à-dire une langue pour une culture et la culture pour la langue. Mais ça, c'est une synergie, Monsieur le Président, qui n'existe pas encore dans les alliances. Je pense qu'il faut la créer, il faut la mettre en place. Et il faut la mettre en place concrètement par cette... Pardon ? Je pense que pour des raisons qui sont souvent très matérielles, c'est-à-dire qu'en fait les gens viennent à l'Alliance, ils ont besoin du français sur le plan professionnel par exemple, et ils nous considèrent comme une école de langue. Donc ce qu'ils veulent, c'est la performance de l'école de langue. Ils viennent chez nous, ils veulent avoir un satisfait sheet comme ça, voilà, j'ai mon niveau de langue, etc. Et donc ils ont un rapport qui est un rapport consumériste
vis-à-vis de l'Alliance. Et la dimension culturelle ne fait pas partie du contrat fondamental de l'apprenant avec l'Alliance. C'est pourquoi il faut, je pense, travailler sur l'idée d'une pédagogie culturelle comme un des éléments de la marque Alliance française. Et ça suppose de décliner un certain nombre d'actions très concrètes et de ne pas en rester simplement à une volonté de faire. Ça suppose effectivement des mises en place très très concrètes de stratégies qui sont à inventer en fonction des spécificités. Peut-être que les publics ailleurs sont moins coincés par la montre. À Bruxelles, on a des gens qui sont hyper coincés par la montre. On ne peut pas les inviter à faire autre chose en dehors des séances de cours. Et puis très souvent, les manifestations culturelles ont lieu à 8 h du soir, vous le savez bien. Et le problème, c'est que nos cours ont lieu entre 6h30 et 8h30. Donc voilà, ils sont coincés en cours au moment où les manifestations culturelles ont lieu. Et cette circularité, j'en parle pour les alliances, je pourrais dire la même chose pour les instituts. C'est exactement le même problème. J'ai vécu en institut, je sais que c'est exactement le même type de problème qui se pose, et c'est quand même un public captif si on y réfléchit. C'est quelque chose d'énorme, le public potentiel culturel que pourraient représenter les apprenants pour une stratégie de politique culturelle. Or, il y a toujours ce même divorce qui est pérenne, en fait, dans ces maisons, et parce qu'on n'arrive pas à inventer la circularité. Voilà. Donc ça, c'est une remarque. Comme je suis un peu l'homme de terrain ici, dans le débat, je me permets de faire remonter ça, parce que c'est très concret, et ça conditionne, je pense, l'efficacité d'une politique culturelle, et c'est une dimension spécifique, en fait. On parle toujours du rayonnement culturel vers l'externe, on oublie que la première structuration à créer, c'est le rayonnement culturel en interne, c'est-à-dire faire de l'Alliance, en fait, ou de l'Institut, d'ailleurs, une maison à la fois de la langue et de la culture, telle que vous le définissiez en introduction. Monsieur Clément, alors comment surmonter ce divorce ? Je sais pas, moi je rêve d'un monde qui ne soit pas consumériste, on ne vienne pas uniquement pour des raisons d'utilité. Enfin, je ne veux pas dire évidemment qu'il faut pas, on n'apprend pas la langue par nécessité professionnelle ou autre, simplement pour être compris dans le pays où l'on est. C'est la question des étrangers, des migrants dont on parlera tout à l'heure. Mais je comprends bien en vous écoutant que c'est pas si facile et qu'en fait l'idéal dont je parlais tout à l'heure, il ne se fait pas naturellement parce qu'il peut y avoir des contradictions. Mais pourtant, c'est quand même ça qu'il faut arriver à faire. Il faudra, en tout cas, il faut tendre vers ça. Il faut tendre vers un système dans lequel la langue soit la porte d'entrée vers la culture, parce que derrière la culture, il y a un ensemble de signes, de codes, de valeurs. On en a parlé depuis le début, qui sont fondamentales. Et faire ce chemin à ceux qui viennent chez nous, je crois que c'est évidemment précieux. Il faut bien voir que la langue, c'est un sujet éminemment politique. Hein. C'est vraiment la porte d'entrée vers un monde autre, et donc vers une ouverture, vers une compréhension. Et la culture doit ensuite apporter des aliments pour que cette porte s'ouvre sur un monde meilleur, pour être un peu idéaliste, justement par le travail des artistes et par la mise en contact avec les artistes. Et cette mise en contact avec les artistes à l'intérieur de lieux, elle se fait parce qu'on a pu avoir le code, la porte d'entrée qui est la langue. Alors, il y a la question, je veux dire un petit mot, mais après, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, comment vous réagissez les uns et les autres à ces propos et les questions que vous vous posez. Donc, ça serait bien d'avoir un petit échange sur ce sujet. Je veux dire un petit mot du numérique, dont parlait Claude-Éric tout à l'heure aussi, et dont on a parlé depuis le début un petit peu. Il faut prendre ça, enfin, moi, je prends ça à la fois comme un nouveau langage, parce que c'en est un, et aussi comme une technique. Mais je crois que rien ne remplace le contact humain, les spectacles et les salles de spectacle d'ailleurs, salles de cinéma où c'est évidemment aussi un écran virtuel, mais rien ne remplace la présence d'un pianiste, d'une troupe de danse, d'acteurs de théâtre, parce que là aussi il y a quelque chose qui se passe, qui transcende un petit peu. Alors, il faut prendre le numérique avec tout ce que ça apporte, parce que c'est fondamental de s'équiper en écran numérique, d'utiliser les plateformes qui apportent aussi un univers formidable, d'utiliser les salles de cinéma pour des retransmissions d'opéra, de spectacles divers, de théâtre. Ça, je crois que c'est très, très important. Ça ouvre aussi énormément de choses. Voilà.
faut pas perdre de vue non plus le contact direct qui est celui-là est aussi irremplaçable. Évidemment, il n'est pas toujours possible pour des raisons économiques, financières et simplement matérielles. Mais il faut arriver à faire tout ça. De même que le dialogue avec les écrivains, les conférenciers, il est très important. Moi, je vois simplement avec les petits moyens que nous avons mis en place à la Fondation pour faire des rencontres littéraires tous les mois, ça marche très 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 bien. Parce que d'un seul coup, celui dont on a lu ou celle dont on a lu les livres avec émotion, intérêt, passion, etc., on a un dialogue direct et il se passe quelque chose. Et ça, il faut le créer, quoi. Et là, avec tous les outils que vous avez entre les mains, tous les lieux que vous représentez, c'est quelque chose qui, même si ensuite il a un impact sur quelques centaines de personnes, mais ça compte. Voilà. Chaque personne est une personne qui compte. Mais j'aimerais bien que vous réagissiez sur tout ça. Ouais. Ouais. Vous êtes, dites. En Italie. Italie. On a un micro quelque part dans la salle aussi, me semble-t-il. Ouais. Bon. C'est étrange d'avoir tous ces regards. Ça y est. Non, juste un partage d'expérience, parce qu'effectivement, notre président évoque les mots de émotion, passion, et je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. À l'Alliance française de Turin, nous sommes en train de délocaliser nos cours dans les musées. Donc, nous venons d'ouvrir un atelier qui s'appelle « Exprimez vos passions ». Et ce cours aura lieu dans le musée Renaissance. On a organisé un atelier qui s'appelle « Exprimez votre approche critique ». Cet atelier sera fait dans le musée du cinéma. Souvent, nos étudiants ont peur de la culture parce qu'effectivement, ce sont des actifs. Et notre métier, c'est à la fois de construire une programmation, mais c'est surtout de construire le pont entre l'étudiant et la programmation. Et parfois, il faut les prendre par la main. Et donc, notre idée à l'Alliance française de Turin, c'est effectivement de créer ce supplément d'âme, créer ce chemin dans lequel on va construire cette rencontre entre notre client et notre mission, qui est aussi, finalement, on a besoin de beau et on a besoin de promouvoir le beau dans ce monde. Et je vous invite à aller sur notre Facebook, puisque nous avons invité une classe à venir exprimer ses sentiments face à des peintures dans le cadre d'Artissima, qui est la grande exposition d'art contemporain à Turin. Et très souvent, ces étudiants n'étaient jamais rentrés dans ce cadre, dans ce genre d'exposition. Et le fait d'exprimer en français le sentiment ou l'analyse qu'ils faisaient de la toile les a complètement désinhibés. Voilà. Donc, programmation, certes, pensons au pont que nous devons faire. Merci. Oui, allez-y. Tout à fait d'accord. Enfin, je ne vois pas de contradiction. Je suis d'accord avec toi. C'est excellent, ce pont que tu construis. Ça montre qu'il faut construire un pont, qu'il n'est pas là. Il n'est pas naturel. Il n'est pas naturellement là. Il n'est pas naturellement donné. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Mon écho n'était pas pessimiste. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Je veux dire que c'est à faire. C'est une tâche à construire. C'est tout. Après, chacun la construit comme il veut, ou selon le lieu. Mais je pense qu'elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturellement donnée. Et il faut véritablement du volontarisme pour le faire. Elisa Grafula, vous voulez dire quelque chose aussi côté pont, peut-être, non ? Oui, en Europe ? En fait, c'est très intéressant parce qu'en travaillant avec nos membres, on trouve aussi deux types de dialectique, deux types d'approche au travail de l'action culturelle. Donc, avant, Jean-Claude, tu as dit que les alliances françaises peuvent être perçues comme des animaux à trois pattes, avec trois types d'activités, trois types de publics différents. Peut-être ces types différents de publics ont des besoins différents et c'est pour ça qu'ils se rapprochent d'un côté ou de l'autre. Dans le réseau unique, on perçoit qu'il y a deux types d'approches. Un premier type d'approche à l'action culturelle est celui de représenter la propre culture nationale, donc faire des manifestations culturelles, des cours des langues, etc.
Et il y a un deuxième type d'approche qui reprend de plus en plus force dernièrement, c'est celui de répondre aux besoins spécifiques des publics, de baser son action culturelle sur une consultation, sur un co-développement des activités, des projets, des actions. Là, en 2014, par exemple, je vais donner l'exemple d'une étude qui a été menée par un consortium qui a été composé par plusieurs membres d'UNIC, donc pour la Commission européenne à la demande du Parlement européen sur l'action de la culture dans les relations culturelles de l'Union européenne, dans les relations extérieures de l'Union européenne. Et lors de cette recherche, on a étudié 54 pays, y compris les 28 pays des États membres. Les résultats de ces consultations, c'était que tout d'abord, les pays tiers avaient envie d'avoir une définition beaucoup plus large de la culture qui va au-delà des arts, pour prendre en compte aussi d'autres actions, d'autres domaines, comme le travail avec les jeunes, la gouvernance, la science, etc. Deuxième conclusion très intéressante, c'était qu'il y avait une demande du côté des publics des pays tiers d'avoir beaucoup plus d'écoute, de travailler ensemble, de décider ensemble ce qu'on pourrait faire. Donc c'est une manière aussi de répondre mieux et autrement à leurs besoins. Donc traditionnellement, si vous voulez, il y a une tendance à représenter la propre culture pour favoriser la connaissance de la culture, mais il y a une différence entre la connaissance et la compréhension de la culture. Cette nouvelle approche qu'à partir de 2014 reprend de plus en plus en force au sein d'UNIC, mais aussi au sein des institutions européennes. Il faut savoir aussi qu'en juin de cette année, la Commission européenne a publié une communication vers une stratégie de l'Union européenne dans le domaine des relations culturelles internationales qui reprend comme base pour cette stratégie cette conclusion de l'action préparatoire. Donc une deuxième approche beaucoup plus sur le niveau d'écoute de l'autre, de travail ensemble, de la consultation, de répondre aux besoins et aux nécessités des publics. Donc voilà, ça me permet de créer les liens. Peut-être ceux qui viennent faire des cours de langue, on peut répondre autrement aussi à leurs besoins en proposant quelque chose de plus créatif et de beaucoup plus complémentaire à ce qu'on fait déjà. Voilà. Merci. Vous voulez également dire quelque chose à ce propos? Le micro marche normalement tout seul, donc voilà, normalement. Non, il ne fonctionne pas. Non. Là, c'est bon. Voilà. Très bien. Jean-Luc Schilling, Fondation Alliance Française. J'avais une remarque pour Jean-Claude Crespi. Je me disais, quand vous dites tout ce que vous venez de dire, vous parlez depuis Bruxelles, qui est quand même une des grandes villes européennes, sinon la capitale de l'Europe, et dans un milieu très concurrentiel à tout point de vue, culturel, linguistique, etc. Il y a quand même des pays où l'Alliance française, ou des régions où l'Alliance française est le seul foyer d'activité ou de rayonnement culturel. Et ne pas cultiver un public autre que celui des apprenants paraît presque impossible, parce qu'il y a beaucoup d'impatience de la part des gens qui habitent cette région ou cette ville. On en attend beaucoup de l'Alliance française. Deuxièmement, il me semble que cultiver les deux publics, celui des apprenants et puis le public extérieur, votre première, entre guillemets, clientèle, c'est les apprenants, bien sûr, mais si vous avez un succès public, local, vous légitimez par rapport à d'autres instituts qui enseignent la langue, vous légitimez un petit peu votre succès et votre reconnaissance de la part de gens qui ont besoin d'être assurés quelque part. Donc l'un, à mon avis, génère l'autre. Et puis un petit point pour M. Poiroux. J'entends avec bonheur que vous dites que le public ne laisse pas tomber les salles de cinéma. Et alors, je me disais tout de suite, est-ce que c'est pas un phénomène très français? Parce qu'on sait que Paris est la capitale du cinéma du monde, etc. Alors après, je vous ai entendu dire qu'il y avait un multiplex par jour qui se créait en Chine. Mais est-ce que dans les autres pays européens, pour en rester à l'Europe, on en est là aussi? Le mouvement
réseau, il est européen, donc c'est vraiment plutôt de l'Europe que je parle. Évidemment, la France est un peu un cas, enfin, pas si particulier que ça. Aujourd'hui, quand même, il y a une inégalité de développement des salles de cinéma selon les pays, ça c'est vrai, une inégalité de l'offre. Bon. Certains pays sont évidemment un peu envahis de multiplex, dont on sait qu'une bonne partie de la programmation, c'est des blockbusters américains en langue doublée. Bon. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment, mais c'est une démarche de cinéma quand même. Hein. Si les gamins vont voir ça, c'est déjà une envie d'aller au cinéma. Ensuite, d'autres pays où il y a un peu plus de salles indépendantes qui font circuler les films d'auteur, qui sont quand même aujourd'hui la majorité du cinéma européen et la qualité du cinéma européen. Il ne faut pas l'oublier. Dans le monde entier, le cinéma européen est connu et reconnu par ces cinéastes, par des gens qui ont une réputation que l'on voit à Cannes, que l'on voit dans les grands festivals. Et donc là, il faut bien des salles pour les passer. La chance que l'on a dans nos réseaux, c'est qu'en général, ce sont des salles qui respectent la langue d'origine. Et c'est pour ça que je voulais d'ailleurs ajouter quelque chose à ce que disait Jérôme tout à l'heure, et je pense qu'il a tout à fait raison. La langue, aujourd'hui, c'est aussi une forme d'attraction pour le public dans une salle de cinéma. Toutes les salles de cinéma qu'on a dans le réseau font des mini-festivals, mais toute l'année. Hein, des mini-festivals de cinéma hispanique, italien, allemand, chinois, etc. Et donc, on a un public qui vient parce qu'il découvre le cinéma de ce pays-là, mais qui vient aussi pour entendre la langue, pour aussi avoir un élargissement sur... Donc ça, c'est vraiment une porte d'entrée pour nos salles commerciales. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, ça doit marcher aussi pour la France, dans des alliances. Venir écouter le français, quand on l'apprend, c'est quand même aussi une source, comment dire, de culture, d'information et sans doute d'amélioration de son propre niveau d'apprenant, comme on disait tout à l'heure. Donc je pense que, alors pour répondre à la question sur l'Europe et le monde, bon, il y a toujours à lutter. Hein. Bon, quand je disais tout à l'heure que les multiplex, il y en avait un par jour en Chine qui s'ouvrait. Moi, j'ai souvent vu, effectivement, en Chine, on y était un petit peu aussi, nous, Europa Cinéma, à un moment. C'est souvent parce qu'ils adorent la 3D, ils font énormément de productions eux-mêmes très populaires, et quelquefois ils utilisent 6 salles dans le même multiplex pour passer le même film. Maintenant, quand même, si vous avez lu Le Monde là, la semaine dernière, c'est quand même assez intéressant. Il y a eu deux articles qui étaient, moi, qui m'ont, que je connaissais un petit peu la réalité, c'est qu'en Chine aujourd'hui, ils sont en train de vouloir créer, ils vont le faire, un réseau de salles arrêt-essai, dans lequel Jazanke est d'ailleurs impliqué avec sa société Fabula, qui est d'ailleurs aussi alliée avec Marine Karmitz maintenant en France. Donc ça, c'est très important. Donc là encore, on sait bien quelle va être l'alimentation, elle n'est pas si libre que ça, mais il va y avoir des salles d'arrêt d'essai, une centaine de salles d'arrêt d'essai en Chine. L'Iran, même chose, il y avait un article sur l'Iran, puisqu'il y a quelque chose qui se passe à Paris sur l'Iran ces temps-ci au Forum des images, et il disait qu'il y a réellement, c'est un grand pays de cinéma, c'est un grand pays où il y a beaucoup de réalisateurs, il y a une vraie culture cinématographique, et il y a des salles de cinéma qui sont destinées aujourd'hui à présenter du cinéma d'auteur mondial. Donc je pense que la réponse à votre question, c'est qu'effectivement, c'est aussi la structure de l'offre. Une salle de cinéma qui a une programmation qui fait autre chose que de diffuser du cinéma américain de blockbuster, une salle de cinéma trouve son public, je pense. Il faut trouver son public, il faut déjà aussi des qualités, il faut que ce soit professionnel, que ce soit attractif, que c'est de la gueule, que les gens sachent aussi attirer le public, il y a des prix, et puis les réseaux sociaux, les utiliser aujourd'hui, et ça, on sait le faire. Alors voilà, moi je ne suis pas pessimiste sur ça. Si vous voulez le faire, je pense que vous pouvez y arriver, il y a un public. Tu peux donner une idée par pays? Une idée par pays. Je lui demandais quelle est la situation je demandais à Claude-Éric de donner une idée pays par pays, qu'on voit un peu comment ça évolue. Vous voyez, je donnais ce matin avec monsieur l'ambassadeur, on parlait, parce qu'il était ambassadeur en Bulgarie, on parlait de la Bulgarie un petit peu, et puis moi je vais beaucoup en Roumanie ces temps-ci, parce que la Commission européenne aussi souhaite qu'il y ait un approfondissement du travail dans des pays où il y a des équipements peut-être un peu insuffisants. C'est des pays qui inventent aussi leurs moyens.
quand Christian Mungiu a obtenu la Palme d'Or il y a une dizaine d'années avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, cette Palme d'Or a été diffusée en Roumanie. Cinéaste roumain, oui, tout le monde connaît, je pense. Peut-être que. Et là, il sort un film, je ne sais pas si Baccalauréat va sortir en Espagne, mais en tous les cas, je pense que oui. Oui, parce qu'il est là demain soir, il m'a dit. Et ce film-là, à l'époque, Christian ne pouvait pas le distribuer en Roumanie, parce qu'il n'y avait, pour ainsi dire, pas de salle. Les salles avaient disparu pour ce qui était les salles indépendantes de Romania Film, elles ne marchaient plus, et puis le multiplex n'allait pas passer ce genre de film. Donc, ils ont fait quelque chose, il a inventé quelque chose qui s'appelle une caravane. Et cette caravane, c'est quoi? C'est un appareil numérique qui lui a été offert ou qu'il a acheté et qui a transporté de ville en ville dans des lieux publics qui pouvaient être... Alors là, ça aurait pu être aussi une alliance française. Ça se trouve, peut-être il y en a qui en ont été les acteurs. Et il a passé son film comme ça. Et aujourd'hui, la caravane, il y a 4 caravanes en Roumanie. C'est-à-dire 4 caravanes, Mitulescu, 4 caravanes qui sont faites par des réalisateurs qui diffusent dans l'ensemble du pays. Alors, ça fait aussi ressusciter des salles de cinéma. Ça donne des idées aux maires dans certaines villes quand ils doivent récupérer un vieux cinéma qui n'a pas été rénové, etc., et qui voudrait fourguer pour faire un magasin Volkswagen. Finalement, il se dit, on va peut-être la garder comme salle de cinéma. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a... alors, pour répondre donc à Jérôme, il y a des pays aujourd'hui où ils partent un peu plus loin, un peu plus de difficultés, mais on voit quand même la salle Elvira Popescu à Bucarest. Voilà une salle de l'Institut français qui a été considérablement améliorée. C'est formidable maintenant. Tout le monde, tous les réalisateurs ont envie de sortir là, dans cette salle, de faire des avant-premières. Elle n'est pas très grande, elle fait moins de 200 places, mais c'est une salle formidable. Voilà des choses aujourd'hui qui sont... bon, il faut les prendre de façon pragmatique, quoi. Il y a le produit, et je pense qu'il y a le public. Maintenant, c'est vrai que les investissements... naturellement, dans certains pays, sont plus délicats que d'autres. Mais bon, alors sur le reste de l'Europe, bon, l'Espagne, il y a beaucoup de salles, en Allemagne, il y a beaucoup de salles, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de salles. Et nous, dans notre réseau, pour terminer sur cette question qui nous travaille beaucoup aujourd'hui, les exploitants, c'est effectivement comment utiliser les moyens numériques, comment aujourd'hui faire de nos salles un lieu de ralliement de gens qui utilisent des moyens numériques. Et ça, c'est quelque chose, c'est un enjeu formidable sur lequel il faut qu'on travaille. Et il y a des choses à faire qu'il faut faire de façon volontaire, y compris des blogs, par exemple. On a lancé ça à Angers, d'ailleurs au Festival Premier Plan. On a lancé l'idée de blog. C'est-à-dire aujourd'hui, des gamins qui ont 18 ans, 16 ans, et qui vont au cinéma et leur dire « mais écrivez sur le film. Vous en pensez quelque chose ? Ne vous contentez pas d'en parler en sortant. Ne vous contentez pas de mettre un tweet en disant « vas-y, c'est super ». Essayez de dire quelque chose sur le film. Comme nous, on l'a fait peut-être quand on était gamin, mais là, on utilisait à ce moment-là des revues de cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une possibilité qui, quand on l'offre, quand on les aide à le faire, c'est quelque chose qui se développe assez vite. Et aujourd'hui, parler d'un film de façon un peu structurée pendant une page sur un blog qu'on va mettre, on va héberger sur votre site, le site des 400 coups à Angers ou votre site des Alliances. Quoi dire d'un film français? On parlait du film d'Albert Serra. Si jamais on voit ce film-là, La mort de Louis XIV, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on a envie d'en dire? Et ça, je crois que c'est des choses qu'il faut susciter, et je crois que ça a plus de succès qu'on croit. Voilà, c'est un petit peu sur ces questions-là, nous, qu'on travaille le plus aujourd'hui. Non, mais c'est très intéressant, l'histoire des blogs et la façon dont on peut utiliser le numérique de façon interactive pour faire réagir le public. Ça, c'est tout à fait important. Allez-y. Pardon. Juste réagir là. Voilà, je prends la parole. Alors, Cristina Robalo Cordeiro, Alliance française de Coimbra, présidente de l'Alliance française de Coimbra au Portugal. Je vous remercie de nous donner l'occasion de parler, d'entendre parler culture. J'ai 2 petites remarques. Ma première remarque concerne le sens même du mot culture. De quoi parle-t-on quand on parle de culture? Ce mot est d'une très grande complexité. Et là, on parle de cinéma, on parle de littérature, mais il y a aussi la culture scientifique.
On parle de culture de masse, mais aussi de la culture d'élite. Et donc, c'est trop complexe, disons, pour parler simplement d'action culturelle et de retrancher la culture dans un certain domaine. Moi, je dirais que la culture, elle est la connaissance profonde, comme tout le monde le sait, d'une géographie, d'une histoire, des arts, mais aussi, et c'est là que l'alliance devient intéressante, la culture est la connaissance profonde et non superficielle d'une langue. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que toute action menée par une alliance française est culturelle. Un cours de langue est un acte de culture. Et donc j'inverse un peu ce qui a été dit jusqu'à présent. On peut faire la culture à l'intérieur du cours de langue, mais le cours est déjà un acte de culture. Et il me semble que c'est comme ça qu'il faut le voir et qu'il faut voir aussi l'action des alliances. Ma deuxième remarque concerne ce qu'a dit notre collègue de Turin. Effectivement, nous parlons de culture ici en tant que médiateurs. Nous sommes les médiateurs, les créateurs qui viennent nous voir et nous nous présentons à un public, que ce soit celui de nos élèves ou celui plus large de la ville ou du pays. Il faudra peut-être effectivement que nous devenions non plus simplement les médiateurs, mais également les producteurs. Et les élèves, rien de mieux que de les faire produire de la culture en les associant ou en associant la culture à un certain acte radical, leur faire effectivement exprimer leurs émotions et leurs passions. Donc je tiens et je soutiens vraiment cette idée qui me semble également fondamentale pour nos alliances. Merci. Merci. Donc on est sur une définition, ce qui est culture. Madame, vous voulez intervenir? Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus, de la définition de la culture. Est-ce qu'un cours de langue est déjà culture? En fait, qui peut aussi s'inscrire dans cette lignée. C'est-à-dire que moi, je voulais insister sur le décloisonnement des formes culturelles. Ce qu'effectivement, on perçoit bien quand on voit l'exemple de Turin, mais qui s'inscrit dans l'ensemble des formes culturelles sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et pour reprendre, m'inscrire dans la lignée de ce que dit Claude-Éric Poiroux sur le cinéma, l'Institut français exploite le réseau des salles qui ont été numérisées et aujourd'hui s'attache non seulement à proposer des films dans ces salles numérisées, mais aussi on sait tous que les salles de cinéma aujourd'hui peuvent faire de l'événementiel. Nous allons proposer au long de l'année prochaine des captations de la Comédie Française, donc des pièces de théâtre dans les salles de cinéma. Nous avons fait un accord avec la Comédie Française et avec Pathé. Mais ça ira de là à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, très probablement. En tout cas, il y a, dans toutes les formes culturelles aujourd'hui, il y a une forme de décloisonnement qui peut aller donc des cours de livres, et c'est ce que dit Madame, tout est culture, jusqu'à du théâtre dans les salles de cinéma. Et de pouvoir, nous, appréhender l'ensemble de ce champ montre aussi qu'on s'inscrit dans une certaine modernité, dont les alliances sauront se saisir, évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous avez déjà parlé, donc Madame qui est en face de moi. Oui. Carole Bruni, directrice de l'Alliance française de Lyon. Je voulais donner un retour d'expérience concernant la pédagogie culturelle. Donc nous avons, à Lyon, nous recevons 2500 personnes chaque année qui viennent de 130 pays différents. Nous avons une programmation culturelle en soirée et on était confrontés à la même chose qu'à l'Alliance française de Bruxelles, c'est-à-dire la désertion de nos étudiants sur notre programmation culturelle. Donc autant nous avons réussi à faire connaître l'Alliance française de Lyon comme acteur culturel sur la ville de Lyon, donc qui est une ville éminemment culturelle, en faisant des partenariats avec des institutions culturelles, avec des festivals, la Biennale d'art contemporain, la Biennale de danse, Festival international de bande dessinée, l'Institut Lumière également. Mais nous avons fait venir des Français dans notre école, mais nos étudiants étrangers ne venaient pas à notre programmation culturelle. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait venir la culture dans les cours et nous avons créé des cours spécifiques, donc on appelle ça des ateliers culture, donc d'une durée de 20 heures. Ces ateliers se tiennent soit entre midi 2 ou soit dans l'après-midi et sont faits en partenariat avec des institutions culturelles lyonnaises. Donc nous sommes greffés sur l'actualité
lyonnaise, à savoir donc en cinéma en octobre le Festival Lumière, en janvier le Festival international du court-métrage. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On a un professeur qui a conçu un cours, mais il a conçu un cours avec un artiste. Donc il y a des déplacements hors les murs. Lorsqu'ils sont sur le théâtre au mois de mars, on a quelque chose en théâtre, on a quelque chose en marionnette. Donc on va aller découvrir Guignol, mais on va aller découvrir Guignol directement dans le théâtre. Lorsqu'on est sur le Festival international du court-métrage de Vaux-en-Velin, on va aller assister à des programmations, mais on va devenir jury également. Nous avons créé un prix, Alliance française de Lyon, qui réunit une dizaine d'étudiants. Nous avons une formation à l'image qui est faite bénévolement par le Festival international de Vaux-en-Velin. Et donc nos étudiants, pendant un week-end, ils sont avec des professionnels et ils vont visionner une trentaine de films. Donc voilà, la culture, nous n'avons pas réussi à faire venir nos étudiants en soirée, mais par contre nous avons amené directement la culture dans les cours de français, et ça marche, Voilà. Merci. Monsieur? Oui, Martin Beyer, Alliance française de La Haye aux Pays-Bas. Un témoignage autour de l'exposition Climat d'urgence de la Fondation que nous avons accueillie cet été dans la Stadtbibliothek, la grande bibliothèque centrale où passent tous les jours 2000 personnes, et c'était devant les escalators principaux. Génial. Mais comme disait Jean-Claude, voilà, c'est pas sûr que nos étudiants vont voir cette exposition. Alors nous avons fait un dossier pédagogique avec un jeu de pistes, comment dire, sur plusieurs niveaux du cadre européen. Et donc, nos professeurs ont travaillé en amont sur des éléments de l'exposition, et ensuite, nous avons fait des jeux de pistes dans la Stadtbibliothek avec les étudiants qui étaient là. Et ça peut être très simple, hein, sur quelle photo est-ce qu'il y a des arbres, sur quelle photo est-ce qu'il y a, comment dire, de l'eau. Donc, on peut décliner ça de manière très, très différente. C'était amusant, les gens, ils ont aimé, et puis ils ont finalement découvert ces photos alors qu'ils n'auraient peut-être pas fait la démarche, malgré les dépliants qu'on a, malgré le site internet, malgré Facebook, d'aller comme ça, volontairement, voir l'exposition. Alors ce dossier pédagogique, il est chez Laurence Lalatonne. Toutes les alliances françaises qui vont encore accueillir l'exposition, vous pouvez avoir et utiliser ce dossier pédagogique. Merci. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Merci pour ces exemples. On va revenir vers vous. Il n'y a pas de souci. Nous avons encore un peu de temps. Nous parlons d'un public intéressé qui vient prendre des cours de français, qui a un accès déjà à une certaine culture. Mais comment peut-on faire pour s'adresser à un public qui n'est pas a priori branché, entre guillemets, vers une culture française, vers une culture étrangère? Est-ce que vous avez des recettes pour atteindre aussi ces publics? Monsieur Crespi, concrètement, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus dans les alliances françaises et ensuite à l'UNIC aussi? Comment parler aux personnes qui, a priori, par leur éducation, par leur environnement familial ou professionnel, n'ont pas accès à ces envolées culturelles? C'est une question très difficile. Je ne pense pas que je sois tout à fait capable d'y répondre. Donc je vais faire une réponse un peu en deux temps peut-être. Je répondrai d'abord à M. Schilling qui m'interpellait tout à l'heure. Je crois qu'il a raison. En fait, on n'a pas de divergence. C'est-à-dire que ce que je voulais dire de manière peut-être un peu provocatrice au début, et je vois que ça a suscité quelques réactions, c'est qu'en fait, il faut créer un cercle vertueux. Que ce cercle n'existe pas naturellement, et qu'il doit être créé et il doit être inventé. Ça n'exclut pas du tout le rayonnement en externe, mais je pense que la spécificité de nos maisons, c'est d'avoir la possibilité d'un rayonnement en interne sur lequel on ne capitalise pas assez sur le plan de l'adéquation entre culture et langue. Et ce que je disais, c'était simplement de dire, dans un premier temps, construisons cette synergie à l'intérieur de nos maisons. Et Bruxelles, c'est 3600, 3800 apprenants par an. Déjà sur 10 ans, vous vous rendez compte le nombre de gens qui ont été touchés, c'est je ne sais combien de centaines de fois plus que nous aurons jamais dans toutes nos manifestations culturelles. Donc si on n'a pas construit à l'intérieur du public qui passe cette synergie-là entre la langue et la culture, c'est qu'on a raté quelque chose, je pense. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il faut un rayonnement en externe. Mais je pense que ce rayonnement en externe doit être articulé sur une politique en interne. Et c'est ce qui fait la spécificité de nos maisons. Et c'est ce qui crée en même temps l'identité culturelle. Parce que vous parliez des régions culturelles à densité faible.
Donc effectivement, où l'Alliance peut être véritablement un vecteur de culture et même un centre de culture, et je suis tout à fait d'accord, effectivement, et là, et même avoir une fonction de programmation. Mais on vit en Europe. L'Europe est une densité culturelle forte, que ce soit Vienne, que ce soit Berlin, que ce soit Bruxelles, que ce soit Madrid. Les institutions culturelles qui sont présentes sur le lieu sont incommensurablement plus puissantes que ne pourra jamais l'être une alliance sur ce plan-là. Donc la question se pose, quelle est l'identité de ma programmation culturelle dans une région à densité culturelle forte ? C'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, en fait, quand on est un responsable de structure. Et donc, je pense que c'est à partir de cette réflexion qu'il faut véritablement articuler sa programmation culturelle. Alors après, bon, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, enfin, au début, en disant qu'il faut voir comment je me situe par rapport aux politiques locales, par rapport aux politiques européennes, par rapport aux politiques de la ville. Qu'est-ce que je choisis comme axe de programmation ? Parce qu'il faut un axe. On ne peut pas tout faire. Là aussi, enfin, je pense que vous partagerez peut-être mon réalisme, mais en fait, on n'a pas l'argent pour tout faire. Donc, il faut choisir de faire quelque chose. Et quand on choisit de faire quelque chose, il faut choisir une cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du saupoudrage. Sinon, le saupoudrage n'est pas lisible. Et le saupoudrage, il n'est pas lisible par rapport à la force que peuvent avoir les institutions culturelles qui sont implantées dans nos villes, qui feront sans cesse infiniment mieux que ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que notre identité n'est pas celle d'être un musée, n'est pas celle d'être un centre d'art ou un centre de littérature. Il faut, je pense, réfléchir à cette idée-là. Je ne veux pas donner de réponse, j'aimerais susciter plutôt des questions en fait, et des réactions. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais je pense qu'il faut travailler sur cette articulation de l'identité de la programmation culturelle d'une alliance. On parlait tout à l'heure de la valeur, de l'articulation entre la langue et la culture. Je pense qu'il y a peut-être là quelque chose de fort qui définit une identité au-delà d'une programmation que peuvent faire une salle de cinéma, un opéra, un théâtre, etc. Je pense qu'il faut décoller un peu de ces modèles-là. Il ne faut pas se calquer sur des modèles culturels qui sont les modèles des acteurs culturels en place en Europe, densité culturelle forte, hein, encore une fois, mais il faut trouver une identité qui permette de déclencher un cercle vertueux et de se positionner. Bon. Voilà. Moi, modestement, je donne un exemple. J'ai choisi d'aller vers la numérisation des cours, de travailler sur cette stratégie-là. Bilan, je ne fais rien d'autre en programmation culturelle que l'implication du numérique dans les champs culturels. Pourquoi ? Parce que c'est en cohérence avec ce que je fais dans les cours. C'est tout. Et donc, j'essaye de positionner l'identité de Bruxelles comme acteur culturel. C'est pas gagné, parce que Bruxelles n'est pas un acteur culturel majeur, l'Alliance de Bruxelles. L'Alliance de Bruxelles n'était pas un acteur culturel majeur dans le champ culturel. Pédagogique, oui, mais pas culturel. Donc maintenant, on commence à être identifié comme quelqu'un qui travaille sur le numérique dans les arts. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaye de faire tout simplement la stratégie 2020 dans les cours et de mettre en place la plateforme, la numérisation, etc. Bon, il y a d'autres exemples. Ce n'est pas du tout modélisant ce que je veux dire. Vous avez tous des stratégies différentes. Moi, je cherche à m'implanter dans le tissu aussi local qui fait que la Wallonie a essayé de surmonter la crise en mettant en place un plan numérique, hein, le Wallonie 3.0, je crois, où effectivement on peut peut-être devenir un acteur. C'est soutenu par des projets européens. Hein. C'est une sorte de reconstruction régionale, un peu comme la Ruhr l'a faite après la crise. Voilà, tout ça, ce sont des stratégies à la fois politiques, économiques, culturelles, qui définissent une identité. Et je pense que toutes les alliances se les posent, notamment en Europe, où, encore une fois, il y a des positionnements culturels très forts d'institutions. Mais certaines personnes... Je n'ai pas répondu à votre question. Oui, parce que, honnêtement... certaines personnes en sont exclues. Alors justement, Elisa Grafula, comment vous faites au niveau de l'UNIC pour intégrer des personnes que vous ne pouvez pas atteindre avec les institutions culturelles classiques ? Oui, j'ai toujours souci avec le micro. Donc, oui, je suis d'accord avec Jean-Claude. Tout d'abord, c'est très important de développer une approche stratégique. Pourquoi on fait les choix qu'on fait ? Quels sont les besoins auxquels on répond ? Pourquoi ? Donc ça, c'est tout d'abord très important. Le réseau, depuis décembre 2015, a adopté son premier cadre stratégique avec une vision à 10 ans, donc d'ici à 2025. Et on est en train de développer des stratégies
des stratégies à niveau de chacun des pôles, chacun des clusters uniques. Donc on a maintenant 103 clusters partout dans le monde. Ce sont des regroupements, des branches locales, comme je mentionnais avant, de chacun des membres uniques. Donc on a un outil extrêmement, avec un potentiel, une possibilité extrêmement impressionnante. Et là, on est en train de développer des stratégies triennales, donc aller au-delà d'une programmation annuelle qui regroupe les plusieurs programmations de chacun des membres. Mais bien sûr, c'est mettre en commun quels sont les objectifs communs, quels sont les besoins spécifiques du public local pour développer ensemble une stratégie. Cela permet un travail en réseau beaucoup plus structuré, beaucoup plus structurant et donne beaucoup plus de cadre au travail de chacun des membres. Il faut aussi penser au fait qu'on parle ici d'une langue et d'une culture, d'une identité qui est transmise à niveau local dans chacun des pays dans lesquels vous travaillez. Mais ces pays aussi, ils font partie d'un contexte beaucoup plus grand. Dans ces cas-là, c'est l'Europe. Donc le travail en réseau avec les autres partenaires européens et le travail en réseau avec les partenaires locaux dans une approche stratégique permet effectivement d'avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de direction et une facilité pour achever des publics qui, a priori, ne seraient pas forcément attirés par notre travail. Là, je vais donner un exemple, par exemple en Tunisie. Je sais que ça ne fait pas partie de la région, mais bon, c'est très impressionnant. Là, le cluster est unique, a un contrat avec la délégation de la Commission de l'Union européenne là-bas. C'est un contrat de 3 millions d'euros pour aider à renforcer le secteur culturel de la Tunisie. C'est un projet pour tout le pays. Et donc, il y a le cluster unique qui est en train de développer une série de systèmes pour faire des subsides et pour donner du soutien technique aux acteurs locaux à pouvoir préparer le projet pour recevoir ces financements. Donc, effectivement, si on travaille en réseau, pas seulement dans l'Alliance française, mais avec d'autres acteurs européens et locaux, ça donne un potentiel beaucoup plus impressionnant. Avec un plus grand impact. Madame, vous vouliez dire quelque chose? Oui, bonjour. Je suis Jagoda Lukavac, présidente de l'Alliance française de Zagreb, Croatie. Je voulais commencer autrement, mais M. Crespi m'a incité à dire que nous ne sommes pas tous aussi grands que l'Alliance française de Bruxelles et que nous avons une autre logique, c'est la logique des petits pas. Et je crois que tous les pas, toutes les actions commencent par des petits pas. Ce que j'aurais voulu dire, c'était qu'à Zagreb, depuis plus de 20 ans, nous avons un groupe qui s'appelle Chantalliance et nous avons un autre qui s'appelle Atelliance. Groupe de chanteurs et un groupe de théâtre. Ce sont grâce aux activités volontaires de nos enseignants, mais aussi de nos élèves, parmi lesquels nous avons des professeurs de chant, où nous avons des acteurs, des comédiens. Ça fonctionne très bien. Notre problème, ce n'est pas comment faire venir nos apprenants. Notre problème, c'est comment avoir de la place aussi pour le public externe. Parce que nos apprenants, ils remplissent toutes les salles pour chaque événement que nous organisons. Donc une situation très différente qui a été décrite à Bruxelles, par exemple. Absolument. Et nous avons 1200 élèves, donc nous ne sommes pas si petits que ça, mais quand même avec des actions, si vous voulez, petites au commencement, pourquoi pas. Vraiment, nous arrivons à avoir une activité très, très intéressante et très appréciée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, on revient à Turin, si je me rappelle bien. D'accord. Faisons attention aux prochaines normes ISO. C'est-à-dire que les prochaines normes ISO qui sont construites sur les centres de langue, les groupes de pression anglo-saxons, justement, essayent de retirer la dimension culturelle des actions liées aux centres de langue. Et aujourd'hui, d'après les lectures que j'ai eues récemment, ce sont les Chinois qui sont en train de se positionner pour associer culture et enseignement des langues. Mais si la norme ISO concernant la qualité dans les centres de langue est effectivement validée et que la dimension culturelle est retirée, tout notre travail, quelque part, ne sera pas validé. Donc soyons vigilants. Voilà, ici à gauche. Voilà, Marc Cerdan, je travaille à la Fondation
Alliance française depuis le mois de septembre, mais c'est plutôt l'ancien directeur d'Alliance et délégué général qui s'exprime lui-même, ayant passé un certain nombre d'années dans le milieu culturel. Quand j'ai rejoint le réseau des Alliances, j'ai été surpris de finalement un certain malaise avec la volonté de joindre ces deux mots qui étaient langue et culture. Et je pense qu'il faut peut-être être plus précis sur les objectifs. Alors d'abord, on est bien conscient, et ça a été dit, plusieurs interventions le disent, le modèle économique et le positionnement d'une alliance rendent la problématique très compliquée. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je trouve que finalement, l'articulation entre langue et culture, elle est souvent très centrée, c'est important, mais ce n'est pas suffisant, sur l'aspect mécanique du lien entre langue et culture, notamment comment on fait rentrer dans la pédagogie la culture. Alors là, il y a tout un tas d'idées très intéressantes, et d'ailleurs les alliances le font, un certain nombre le font, mais tout aussi est culture. Et là, une dame qui a parlé de ce qui était tout est culture dans la classe, donc il faut peut-être différencier ce qu'on entend par une politique culturelle et puis les autres enjeux. Moi, je crois qu'il y a deux grands enjeux, finalement, pour les alliances. Il y a un enjeu qui relève plus du marketing et de la notoriété, et puis il y a un véritable enjeu plus politique. Marketing, notoriété, effectivement, on le dit, par rapport à ce qu'est le modèle économique de l'alliance, la valeur ajoutée, l'avantage concurrentiel, c'est son offre culturelle. Donc, de ce point de vue-là, elle a intérêt, elle a une nécessité d'en faire et de construire une action qui valorise cet avantage concurrentiel. Vecteur de notoriété aussi, en étant associé ou impulseur, capacité d'impulser des projets culturels, elle contribue à l'image de l'Alliance, au rayonnement de l'Alliance, et donc c'est un facteur de notoriété. Ça, ce sont des objectifs qu'il faut, à mon avis, traiter comme tels. Et puis il y a un autre objectif qu'on évoque là de façon diverse, qui est un objectif plus lié aux valeurs, un objectif de politique culturelle, comme on promeut la diversité, la création, la modernité, le dialogue interculturel. Et ça, c'est évidemment une autre stratégie qui ne s'adresse pas forcément qu'à nos apprenants. Donc on a plusieurs publics, en fait. On a nos publics d'apprenants, avec derrière, quand même, disons-le, aussi un enjeu économique. Et puis on a un public beaucoup plus large, avec un enjeu plus politique. Donc je pense que c'est important de différencier ces deux objectifs, sachant que le deuxième est tout aussi important, c'est notre capacité à être vecteur d'influence auprès des milieux culturels, artistiques, scientifiques et intellectuels. Il est aussi important, et d'ailleurs, si on a une politique efficace dans ce domaine, naturellement, ça pourra se traduire sur l'activité économique. Donc voilà, je crois qu'il y a deux questions qui se posent. Quelle place les alliances ont-elles dans le paysage culturel? En quoi une alliance est un acteur culturel singulier? Qu'est-ce qu'elle apporte dans l'endroit où elle se situe? Je pense que d'ailleurs là, la question du partenariat est centrale. L'alliance est petite, donc c'est dans le partenariat qu'elle trouvera son positionnement, peut-être avec une fonction aussi d'expertise, d'impulsion. Et puis quelle place ensuite l'alliance, évidemment, a dans le marché d'enseignement des langues? Mais c'est une question qui est un peu différente, même si elles sont évidemment liées toutes les deux. Merci. Jérôme Clément, on arrive à la conclusion. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, beaucoup de situations très différentes entre les grandes capitales des pays européens et les alliances dans des endroits beaucoup plus petits et beaucoup plus reculés. Quelle est la recette, en fin de compte, pour faire vivre tout cela ensemble et avoir une politique quand même commune? Oui, c'est une bonne question, mais le débat de ce matin, même s'il est évidemment incomplet et frustrant parce qu'on a envie d'en parler des heures, montre que la question que je posais d'entrée de jeu, c'est-à-dire la question du rapport entre la langue et la culture, est une question très concrète, que vous vivez tous. Je ne crois pas qu'il faut, comme vient de le dire Marc, il n'y a pas de contradiction forcément entre les deux. Évidemment, l'aspect économique est important quand on utilise la langue, mais évidemment, l'aspect politique de l'utilisation de la langue pour une action culturelle, je crois qu'elle doit être la même partout. Alors, la différence très considérable des situations dans chaque pays, de la taille des alliances, de la variété, de la diversité du paysage, fait que il faut s'adapter à des cas qui sont tous différents. Mais il faut quelques règles communes qui sont fortes. Moi, je pense que, encore une fois, il ne peut pas y avoir de politique de langue s'il n'y a pas une politique culturelle derrière. Et ça, c'est valable quelles que soient les situations. Et je pense d'autant plus que on peut élargir même le propos à la question des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs qu'on défend à travers la culture
toutes les cultures, mais parlons de la culture française, puisque c'est là qu'il s'agit, mais particulièrement la culture française, sont des valeurs fondamentales aussi dans une Europe qui est en proie à de grandes difficultés. Donc votre mission par rapport à la mission culturelle et à la mission linguistique, c'est pas seulement une mission de promotion des artistes français. Bien sûr c'est important aussi d'avoir ces échanges, mais c'est une mission qui a une nature politique. D'abord de la liberté d'expression, et ça c'est très important. Il y a un certain nombre de pays, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne d'une certaine façon, je pense à d'autres pays dans lesquels on voit bien qu'elle est menacée. Il faut que les alliances françaises soient les porteurs des valeurs de la liberté d'expression, et que partout c'est un sujet sur lequel vous ne cédiez pas. Et là vous défendez fondamentalement ce pourquoi vous êtes, c'est-à-dire des endroits où on peut s'exprimer librement, on peut avoir des débats démocratiques riches, avec des avis contradictoires, avec des gens dont on ne partage pas nécessairement les points de vue, mais qu'on fait entendre à d'autres, avec des formes d'expression artistique qui peuvent être condamnées par certains, mais peu importe, il faut leur donner leur place. Hein. Et donc je crois que cette mission-là, dans un certain nombre de pays, dans l'Europe d'aujourd'hui telle qu'elle est, menacée par la xénophobie, le repli identitaire, le racisme, etc., elle est très importante. Donc ce combat pour les valeurs, il va bien au-delà même de la mission de la langue et de la culture. Il y a des questions tout à fait importantes. J'ai évoqué la démocratie, la liberté d'expression, mais il y a aussi le statut de la femme. Il y a un certain nombre de thèmes aujourd'hui extrêmement brûlants dans la vie de la société ou dans la vie publique. Et là, il y a un rôle important à faire sur le plan des libertés publiques et de la capacité de centres culturels à exprimer des valeurs fondamentales risquant d'être mises en cause dans nos démocraties occidentales et dans l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes. C'est pas facile. On en a parlé longuement hier avec Mireille Cheval à propos de la Russie et des complications qu'il peut y avoir, etc. Mais justement, nous, on est en dehors, d'une certaine façon, du statut politique, mais on doit défendre fondamentalement un certain nombre de choses qui sont au cœur de notre mission. Je parle là de celle qui a été définie au départ de la création de la Fondation Alliance Française. Donc, ceci dit, je vous dis ça pour vous dire que on a parlé des technologies différentes aujourd'hui, l'utilisation du numérique dans les salles, etc. Mais au-delà de tout ça, voilà, il ne faut pas oublier la défense de ces thèmes, de ces valeurs fondamentales qui sont attachées à notre culture et attachées à notre langue. C'est aussi un modèle de société, ou en tout cas une certaine conception de la vie en commun qu'on défend. Et ça, c'est évidemment un enjeu tout à fait fondamental. Merci, Monsieur Clément. Nous arrivons à terme de notre discussion. Je vous remercie pour cette participation vive. Il y aura peut-être quelques frustrations aussi autour de moi parce qu'on aurait voulu continuer ces discussions. Vous avez un petit moment jusqu'à la prochaine table ronde pour parler entre vous. Merci beaucoup. J'espère que vous pourrez emporter quelque chose avec vous de ce que vous avez entendu ce matin, quelques idées. Et puis ensuite, vous pouvez les renforcer et rediscuter avec les personnes ici présentes. Merci.